Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre émission sur la prévention des personnes âgées. Cette émission vous est présentée par le programme des atouts de l'âge de chez Calivi. Calivi est le regroupement des caisses de retraite de Bourgogne-Franche-Comté mettant en place des actions pour le bien vieillir. Le programme des atouts de l'âge est un programme à destination des personnes âgées en résidence autonomie pour prévenir la perte d'autonomie de ces personnes qui y vivent. Aujourd'hui, nous allons parler de l'isolement social. Nous serons accompagnés de Madame Ettori, chargée de projet chez Calivi, et de Madame Carbonel Alice, animatrice de l'atelier Fait du lien proposé au sein du programme des atouts de l'âge. Je vous laisse vous présenter, Madame Ettori. Bonjour, Anaïs Ettori, donc je suis chargée de projet chez Calivi sur la thématique de l'isolement social, avec notamment l'appel à projet qu'on lance annuellement pour soutenir les projets qui visent à lutter contre l'isolement des personnes retraitées. Madame Carbonel. Oui, bonjour. Donc, je suis Alice Carbonel. Moi, je suis chargée de projet et d'animation pour l'ACEPT Bourgogne-Franche-Comté, qui est une association pour la promotion, la prévention de la santé, qui a été créée par la MSA en 2007. Et nous, donc, on dispose d'une branche qui est dédiée au bien vieillir et à la prévention de la perte d'autonomie. Donc, on intervient dans des actions à destination des seniors, que ce soit dans la création, dans l'animation, dans le développement. On intervient notamment dans des ateliers qui sont proposés par les atouts de l'âge, donc le Fait du lien, mais également le PAC Eureka, qui dit l'atelier mémoire, et l'atelier bien au quotidien, qui est plutôt multithématique. Très bien, mais je vous remercie en tout cas toutes les deux pour votre présence. Alors aujourd'hui, on va parler donc de l'isolement social. Mesdames, qu'est-ce que l'isolement social ? Alors c'est vrai que c'est une notion qui peut être un petit peu floue et comprise différemment par les personnes. On peut s'appuyer sur la définition du Conseil économique, social et environnemental qui en a donné une définition en 2017. Donc c'est vraiment une situation de relation insuffisante, donc sur la durée, c'est déjà un premier critère. Ces relations, elles sont insuffisantes en qualité, donc c'est-à-dire quel que soit le cercle en fait de sociabilité concerné, que ce soit les familles, les amis, etc., les voisins, et par le nombre de relations que la personne peut avoir. Donc vraiment, même si ça peut être subjectif, c'est voilà un nombre d'interactions qui n'est pas suffisant et qui donc provoque une situation. Donc le CESE mentionne bien une situation de souffrance et de danger pour la personne. Donc ça a vraiment un impact important. Et c'est surtout un phénomène qui est massif dans la population. Ce qui fait référence sur cette question, c'est le rapport des Petits Frères des Pauvres de 2021, qui dénombre 2 millions de personnes âgées isolées en France donc en 2021, et 530 000 qui sont en situation de mort sociale. Donc c'est vraiment la situation la plus extrême de l'isolement social, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune relation, quelle qu'elle soit, dans leur quotidien. Et donc c'est vraiment, ça a un impact très fort donc sur la situation individuelle des personnes, mais voilà, c'est un phénomène massif. Et la région Bourgogne-Franche-Comté est particulièrement touchée, puisqu'on est au-dessus des moyennes nationales, donc tant sur la situation de mort sociale, où il y a 5% quand même des personnes âgées qui sont concernées, contre 3% donc au niveau national. Et un sentiment de solitude, donc on y reviendra, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, mais 46% des plus de 60 ans se sentent seuls depuis plusieurs années. Donc c'est quelque chose qui est voilà, bien ancré et dont on peut craindre aussi une augmentation avec simplement l'augmentation de la population des personnes âgées. D'accord. Et pourquoi finalement parler d'isolement social en résidence autonomie ? Bien, en résidence autonomie, alors on n'est pas forcément en isolement social, puisqu'effectivement la résidence autonomie, c'est déjà un contexte favorisant une vie sociale qui peut être enrichie. Mais on retrouve quand même des personnes en situation d'isolement, notamment ça va être peut-être des personnes qui vont être en perte de capacité sensorielle ou motrice, ou qui simplement ont des difficultés à aller vers l'autre. Ça peut être expliqué par plein de facteurs, plein de situations. On a des personnes qui viennent de déménager en résidence, par exemple, et qui ont connu aussi des périodes d'isolement aussi très délétères, en fait, et qui ont perdu aussi finalement leur habileté sociale. Ça peut être vraiment difficile aussi de retourner vers les autres, de vraiment après faire cette démarche-là. Et puis aussi des situations individuelles aussi qui peuvent amener à ça. Donc on peut vraiment finalement se retrouver presque seul au milieu des autres
si finalement on n'arrive pas à être dans un échange ou en tout cas dans une relation de qualité, où vraiment on a sa place, où vraiment on a un rôle dans la relation. Les personnes en résidence, en fait, surtout qui peut-être aussi viennent d'emménager, on se retrouve quand même dans une véritable même petite société. Donc il peut y avoir vraiment tout un voisinage. On parle même d'une sphère, hein, c'est une sphère en particulier, hein, les voisins, mais aussi une sphère associative, qui peut vraiment être amorcée par la participation à des ateliers collectifs, mais aussi à des temps de repas. Il y a aussi des événements hein, qui sont aussi proposés régulièrement hein, par les résidences. Donc après, les personnes sont autonomes et voilà, adhèrent ou pas, ou ont la possibilité, en tout cas, l'élan d'y aller ou pas. Donc c'est là où on peut avoir aussi tout notre rôle, et le personnel de la résidence également, pour aider au mieux aux personnes arrivant de s'intégrer dans ce fonctionnement. Dans le collectif. Et dans le collectif. D'où vraiment la nécessité de cette fonction d'animation dans les résidences autonomie, mais aussi dans les nouvelles formes d'habitat avec l'habitat inclusif qui a permis d'apporter cette fonction d'animateur et du coup faire prendre le collectif et pas que les personnes restent finalement que dans leur logement individuel. C'est l'intérêt de ce type de résidence, mais il faut que ce soit animé et accompagné. Puis maintenant on parle vraiment de participation, quoi. C'est une participation sociale. Voilà. Il faut vraiment qu'il y ait un élan aussi de la personne aussi dans tous ces événements et activités. Eh bien justement, est-ce que le lien social, c'est quelque chose de très important dans la vie d'une personne, peut-être même plus important pour une personne âgée ? Bien, on parle maintenant, le lien social, en fait, c'est même plus, c'est pas qu'un plus. On parle maintenant vraiment d'un pilier, d'un déterminant pour la qualité de vie, donc forcément pour le bien-être, pour la santé de façon générale. Et ça a un impact par ses multiples bénéfices. Et en fait, ces multiples bénéfices sont encore plus importants finalement l'âge avançant. On va avoir des bénéfices sur la santé mentale, sur la santé cognitive, mais aussi sur la santé physique. Santé mentale, simplement le fait d'être en lien limite forcément les risques d'isolement et tout ce qui est anxiété, dépression qui peuvent être associés. Et puis être en lien dans une relation de qualité, ça permet de se sentir soutenu, entouré, ça permet vraiment de se sentir aussi entendu. Il y a un sentiment aussi qui est important, on parle beaucoup du sentiment d'appartenance aussi, d'utilité, qui peut être aussi dans des relations toujours de qualité, ça c'est important de le souligner, mais qui peuvent vraiment être mis en avant. Et donc participer à l'épanouissement de la personne. Mais on a aussi les interactions sociales, c'est aussi la stimulation qui est aussi très cognitive, très intellectuelle. Enfin, vraiment, le cerveau est en action aussi dans les interactions. Donc, ça peut même aussi limiter tout ce qui risque de déclin cognitif. En fait, c'est bon pour la mémoire, c'est bon pour l'attention, c'est bon pour la réflexion. Et puis au niveau même physique, on va avoir aussi, c'est prouvé maintenant que c'est bon même pour le système immunitaire d'avoir des relations de qualité avec toutes les émotions finalement positives qui sont associées. C'est aussi un bon moyen de lutter contre le stress, c'est aussi prouvé. Donc le stress qui est un facteur aussi de risque pour certaines maladies. Et puis, quand on est en lien, on est souvent plus en déplacement, on bouge aussi plus. Donc, c'est aussi un bon moyen de favoriser l'activité physique, donc, notamment. Oui, donc ça joue presque un rôle d'équilibre, en fait. Oui, vraiment, ça permet aussi, mais c'est aussi important, c'est aussi un facteur tout aussi important que toute thématique santé qu'on peut aborder aussi en prévention santé. D'accord. Et est-ce qu'il existe peut-être des conséquences, je ne sais pas si le terme est bon, mais de l'isolement social ? Alors c'est vrai qu'on l'a abordé tout à l'heure, il y a vraiment des conséquences qui sont diverses. Alors on en parlait sur évidemment la santé mentale et puis les risques de dépression, de risques suicidaires aussi. Et puis l'impact sur le sommeil également, qui peut avoir vraiment des conséquences sur le quotidien, mais aussi sur la santé. Donc il y a des études qui datent de 2018 qui associent l'isolement social et le risque plus élevé d'infarctus du myocarde ou d'AVC, et notamment un risque accru de mortalité quand on est en situation d'isolement.
de cancer aussi. Donc c'est vrai qu'on a des conséquences directes sur la santé physique, entre guillemets, qui ne sont pas du tout à négliger. Madame Ettori, vous êtes justement spécialisée dans la lutte contre l'isolement, avec notamment donc, l'appel à projet. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu ? Alors l'appel à projet, il va entrer dans sa 12e édition donc cette année en 2025. Donc la thématique, c'est la rupture de l'isolement des personnes retraitées donc à l'échelle régionale, donc sur toute la Bourgogne-Franche-Comté. Et l'enjeu, c'est en fait de proposer le financement de projets, alors quel qu'il soit, quelle que soit la thématique, du moment où elle permet de convaincre justement des personnes isolées de s'intégrer à un groupe et de participer régulièrement à des échanges. Donc vraiment, les thématiques sont très variées, que ce soit de la culture, de la marche, tout ce qui peut être imaginé pour convaincre les personnes de revenir dans un groupe. L'enjeu, c'est de proposer une activité et qu'il y ait un rendez-vous en fait régulier pour permettre de sortir de l'isolement. D'accord. Et justement, pourquoi avoir ciblé les personnes âgées ? Est-ce qu'il n'y aurait pas finalement un besoin aussi derrière ? C'est vrai que le risque d'isolement social s'accroît avec l'âge, mais comme il s'accroît avec une situation de précarité, des personnes isolées, les personnes âgées ont plus de risques d'isolement par les événements de vie qu'elles peuvent rencontrer, notamment en devenant âgées. Mais la situation de précarité aussi enferme finalement dans une situation d'isolement. Donc c'est vrai que le public âgé est plus à risque avec les événements de passage à la retraite, etc. Que vous avez pu aussi peut-être constater en résidence autonomie. Il y a plus de risques avec la perte du conjoint, le passage à la retraite, etc. Donc c'est vrai qu'il y a la situation, l'âge qui est un risque supplémentaire par rapport à l'isolement social, mais il y a aussi la précarité financière qui met des personnes dans des situations compliquées et donc qui ont tendance à s'enfermer et à plus avoir la capacité de sortir et à entrer en relation aussi facilement. Il y a aussi le contexte géographique. Alors, c'est souvent confondu la notion d'isolement social et d'isolement géographique. C'est pas forcément lié. L'isolement géographique, alors on peut l'entendre dans des zones plutôt rurales et pas synonyme forcément d'isolement social. Il y a quand même plus de relations de solidarité et de voisinage qui sont constatées en milieux ruraux, mais par contre plus de difficultés sur la mobilité, l'accès aux services et qui sont des facteurs déclenchants de l'isolement social. Et à l'inverse, le sentiment de solitude est plus ressenti dans les quartiers prioritaires de la ville et dans les petites et moyennes agglomérations. Donc ça va peut-être un peu à l'encontre d'une idée reçue sur l'isolement en zone rurale. Mais voilà, il y a différents facteurs qui interviennent, qui peuvent aggraver ce risque d'isolement. Et justement, est-ce qu'il existe peut-être d'autres événements de vie qui peuvent avoir une influence par rapport à ce risque d'isolement ? On a parlé de la zone d'habitation. Est-ce que, par contre, il peut y avoir un parcours de vie qui influence le tout ou pas du tout ? En soi, ce qu'on avait pu déjà évoquer, les événements, même simplement le passage à la retraite. Alors, si on parle des résidences, ça commence à dater, mais ça a été quelque chose aussi d'important aussi dans leur vie parce que on se retrouve quand même amputé de toute une sphère parfois. Ça prenait de la place aussi dans nos vies. D'une sphère, les collègues en fait, tout simplement, d'une sphère relationnelle, et puis de tous les échanges aussi, toutes les relations qui sont inhérentes à une profession parfois. Donc il y a ça, et puis ce sentiment et cette perte aussi, un sentiment aussi d'utilité qu'on peut perdre si finalement on met rien en place, parce qu'il y a des personnes aussi qui résistent tout à fait le passage à la retraite. Et puis les événements de vie, ça va être les éloignements des proches, séparation, perte ou décès. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment... j'ai beaucoup de témoignages là-dessus en atelier notamment. De toute façon, on rencontre en fait toutes les personnes que je rencontre, la majorité des personnes que je rencontre sont plutôt veuves ou séparées. Donc c'est quelque chose d'un événement au-delà de la perte finalement numéraire, il y a aussi une perte aussi affective. Et puis il y a une perte d'un certain type de relation très intime qui est aussi des fois difficile à retrouver. Donc toutes les personnes peuvent être un jour touchées par le risque d'isolement. Est-ce qu'il existe peut-être différents types d'isolement ? Est-ce qu'on peut les différencier ?
Alors c'est vrai que l'isolement, c'est une notion qui est plus objective. C'est, voilà, comme on le disait, une situation durable avec un nombre et des types de relations qui sont insuffisantes. Alors que la solitude, c'est un sentiment qui est peut-être plus subjectif, qui peut être positif ou négatif. On peut être content d'être seul par moment, mais donc plus ou moins bien vécu et qui voilà, peut s'accentuer à certaines périodes, donc par exemple les périodes de fête qui peuvent être plus compliquées à vivre, les périodes de vacances estivales où voilà, il y a moins d'activités. Donc c'est quelque chose qui est plus fluctuant et qui est plus personnel, puisqu'une personne qui n'est pas forcément objectivement isolée par le nombre de relations qu'elle entretient peut avoir quand même ce sentiment de solitude et se sentir seule et mal le vivre. Alors qu'à l'inverse, voilà, ça dépend aussi de la personnalité de chacun. Donc c'est vrai qu'il y a cette distinction-là entre isolement et solitude qui est à prendre en compte quand on accompagne aussi les personnes qui peuvent pas forcément le vivre de la même façon. Effectivement, et qu'est-ce qu'il en est du coup de tout ce qui est l'isolement vécu, subi? Est-ce qu'on pourrait un petit peu en parler? Oui. Oui, si. Isolement vécu, oui, subi ou finalement choisi, en fait, c'est surtout ça. Il y a des personnes aussi qui se disent, moi j'ai besoin aussi des fois de me retrouver tranquille, seule, et si finalement il n'y a pas de sentiment de solitude ou de souffrance associée, ça peut même être une bonne chose, ça peut permettre de se ressourcer pour ensuite finalement, si ça ne n'empêche pas en tout cas d'aller ensuite vers les autres et se rouvrir vers une vie sociale enrichissante. Voilà, on est dans quelque chose qui peut être tout à fait admis et accepté sans que ce soit un signal d'alarme. Par contre, effectivement, on va avoir sinon des fois l'isolement qui va être subi avec ce sentiment de solitude. Les personnes peuvent aussi bien l'exprimer. On l'a beaucoup finalement mis en avant suite aux différents confinements. Ça a été quelque chose aussi voilà, qui a vraiment révélé un sentiment et en tout cas un isolement subi qui a vraiment eu un impact et des conséquences sur la santé, notamment mentale, des personnes. Donc là, effectivement, on peut le faire, cette distinction. Mais je pense qu'il faut vraiment se fier aussi à ce que va aussi exprimer la personne ou voilà, à vraiment ce qu'elle va en dire. C'est surtout ça, comme on a dit que c'était subjectif. Donc c'est là où ça va être intéressant, c'est vraiment de se mettre aussi en relation avec les personnes, avoir une écoute très active pour comprendre vraiment ce qu'elles ressentent, ce qu'elles peuvent subir aussi, et voir avec elles finalement, pour finalement un parcours personnalité en fonction de ses attentes et ses besoins. Parce que c'est la première personne qui peut vraiment nous indiquer ce qu'elle a vraiment. Et c'est ce qui rend difficile aussi le repérage des personnes, parce que finalement, une personne isolée et qui l'est depuis très longtemps, enfin, c'est difficile de la repérer parce qu'elle va peut-être pas forcément le manifester ostensiblement. Donc voilà, c'est une vraie question. Nous, quand on étudie les projets de l'appel à projet, mais aussi, enfin, même si on est dans une résidence collective, c'est essayer de repérer individuellement justement ce sentiment de solitude et cette difficulté à vivre isolé. C'est une grande question qui n'a pas de réponse facile. C'est une vraie difficulté. Justement, est-ce qu'il y a peut-être des signes permettant du coup aux responsables de résidence autonomie de remarquer qu'une personne s'isole? Peut-être, vous parlez peut-être de la façon de parler, du discours, peut-être des attitudes, leur comportement? Oui, ça peut être typiquement des personnes qui évitent même les interactions aussi. Ça peut être des personnes qui s'isolent dans leur chambre. Ça, c'est tout simplement. Alors après, selon aussi, ça peut être choisi, mais c'est vrai que si c'est vraiment voilà, en fréquence et en durée, ça peut être aussi un indicateur. Mais aussi, on peut repérer avec des changements, de comportement. Personnes aussi qui vont avoir des élans un peu de tristesse ou même d'agressivité, en fait, envers les autres. Et puis, on peut avoir la négligence aussi de soi ou de son environnement aussi. Ça va être une personne qui va prendre moins soin d'elle. Ça va être au niveau de l'hygiène corporelle, au niveau aussi de ce qu'elle peut porter. Voilà, c'est toujours les mêmes vêtements, par exemple. Bon, ça peut être un signe aussi qui peut évoquer quelque chose. Mais également le logement aussi, comment le logement finalement est entretenu. Et puis la négligence aussi des fois des soins médicaux, en tout cas, il y a peut-être moins de recours aux soins. Donc ça peut être aussi des signes, effectivement.
Après, c'est aussi dans les échanges qu'on peut avoir aussi, on peut aussi déceler ça. Donc, c'est pour ça que je dis aussi, avant d'être dans le tout groupe ou dans le tout collectif, ça peut vraiment être intéressant d'avoir des échanges vraiment individuels déjà avec la personne pour progressivement peut-être l'amener à une ouverture sur d'autres sphères plus collectives. En tout cas, voilà, pour avoir vraiment la relation, oui. C'est ça. Et c'est vrai que sur cette question de repérer les signaux d'alerte, alors on revient à eux, mais c'est vraiment par leur expertise. Il y a les petits frères des pauvres qui ont fait une formation donc digitale, en ligne, qui est vraiment à destination de tout public pour justement sensibiliser sur cette question de l'isolement, à quel point ça touche beaucoup de personnes et que chacun à son échelle peut intervenir et repérer une personne âgée isolée. Et donc on reprend en effet tous ces signaux qu'ils peuvent être repérés dans le voisinage ou auprès de ses proches pour ne pas laisser les personnes en fait sans lien et sans solution. Même, on parlait de l'environnement, ça peut même être des volets qui restent fermés. Ça, c'est un des signes aussi évocateurs en résidence, tout comme à l'extérieur. Oui. Et justement, est-ce que peuvent faire du coup les résidences d'autonomie pour favoriser le lien social entre résidents? C'est pareil, il y a plusieurs. Il va y avoir, selon les personnes auxquelles on s'adresse, oui, c'est plusieurs. Pas une solution, mais celle que j'évoquais peut-être déjà dans un premier temps, comme on ne va pas jeter dans une piscine quelqu'un qui a peur de l'eau, on va déjà, sauf si la personne est en capacité et en demande d'aller de suite dans les activités collectives, dans les événements, dans tout ce qui est aussi vie quotidienne de la résidence avec le restaurant, etc. Ça va être peut-être justement de peut-être créer aussi une relation privilégiée. Alors ça peut être un membre du personnel, ça peut être les responsables, l'animatrice, les agents. C'est encore mieux s'ils sont formés vraiment aussi à l'écoute active. On a bien vu aussi qu'il y a des formations qui existent et qui sont dispensées aussi. Pour ensuite, c'est repérer vraiment, pouvoir créer une relation de confiance, mais c'est aussi repérer des besoins, repérer des attentes, aussi que la personne, dans un premier temps, elle se sente vraiment considérée, entendue, et puis qu'elle puisse participer aussi activement à son propre projet. On peut aussi établir réellement un parcours, un projet d'intégration, ou en tout cas... et puis aussi repérer s'il y a des besoins de suivi aussi plus particulier, un suivi médical, un suivi psychologique qui peut être après aussi préconisé dans un premier temps. Et des difficultés d'autre ordre, on parlait aussi un peu de précarité aussi. Ça peut être aussi... en tout cas, les personnels des résidences, ils ont vraiment un rôle clé là-dedans. Et après, pour les aider peut-être aussi ensuite à les accompagner peut-être dans des contextes aussi rassurants. Ça peut être progressif, un petit groupe, puis un plus grand selon ce que la personne peut vivre aussi du groupe aussi. C'est pas forcément évident de se retrouver dans des groupes, 10 personnes par exemple, ça peut être beaucoup. Donc, il faut vraiment créer un contexte rassurant pour chaque personne. D'accord. Et justement, Madame Carbonel, vous animez l'atelier Faites du lien. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu, nous expliquer pourquoi il a été créé, donc quel est l'objectif? Donc, l'atelier Faites du lien, il a été pensé en 2021. Donc, c'était suite dans une période post-Covid, on va plutôt dire post-confinement au pluriel, et dans l'idée vraiment d'aider à une remobilisation sociale. C'était quand même une période qui a marqué particulièrement les résidences, parce que c'est vrai que l'isolement, il y avait quand même des règles très restrictives pour la sécurité de tous, c'était vraiment ça. Mais maintenant, il est toujours proposé pour maintenant, finalement, développer tout ce qui est maintenir le lien social en résidence et à l'extérieur. Qu'est-ce que vous faites un petit peu dans cet atelier ? Alors, c'est un atelier, parce que comme son nom l'indique, on est dans un atelier très divertissant et participatif. On va proposer 4 séances de 2 heures. Et là, on va proposer finalement des moments, des jeux, des activités qui aident finalement à mieux se connaître, alors soit et les autres, à être plus à l'aise aussi au milieu des autres, à se solidariser le groupe par des jeux collaboratifs, aussi à apprendre et à réfléchir sur ce qui va finalement nous aider à enrichir notre vie sociale.
Donc en fait, c'est des animations qui ne sont pas choisies au hasard, elles vont inciter à la participation, toujours en douceur, des participants. Et puis une mise en pratique de ce qu'on appelle les compétences psychosociales. Donc on va avoir des compétences comme la communication, la collaboration, la créativité, l'écoute, la connaissance de soi, l'adaptabilité. En fait, c'est vraiment l'ensemble, quand on parle de compétences psychosociales, c'est l'ensemble des compétences qui vont nous aider à améliorer notre relation aux autres. Voilà. D'accord. Et vous auriez des exemples peut-être un peu précis, comment ils réagissent face à ce thème qui peut un peu surprendre ou peut poser des questions aussi? Oui, bien sûr. Alors, par exemple, on va proposer à chaque début de séance des activités qu'on appelle les activités brise-glace. Donc, qui servent à dynamiser, à instaurer aussi une ambiance facilitante, qui aide aussi à mieux se connaître, aussi mieux connaître, se découvrir aussi les uns les autres. Ça peut être se présenter en un mot, en un geste, ou même au travers d'un objet qu'on va apporter, qui nous représente bien. Donc c'est vrai que c'est des vrais bons supports, la verbalisation, et on voit aussi que les personnes le verbalisent souvent, mais tiens, voilà, on se découvre vraiment autrement. Ça peut être aussi par des interviews, on a des cartes interviews, les personnes vont tirer des cartes, ou des fois s'interviewer l'une l'autre, avec des questions sur la personne, en fait, on répond. Ça peut être des choses comme mon endroit préféré, mon dernier éclat de rire, ma principale qualité. Voilà. Et puis des choses aussi un petit peu plus ludiques ou plus dans le lâcher prise, comme faire passer une balle imaginaire qui a différentes propriétés. Donc là, on est plus dans l'éclat de rire aussi et vraiment du vrai lâcher prise. Et les personnes aussi, on les découvre aussi dans ce type de propositions, des personnes qui vont d'ailleurs être des fois plus à l'aise dans la communication verbale, corporelle, plus que dans la communication verbale. Voilà. Donc ils réagissent plutôt bien à ce thème, à ces nouveautés, le fait du coup de collaborer. Ah oui, de collaborer. On a aussi des jeux collaboratifs, on a aussi des moments, des photos-expressions, on va pouvoir aussi exprimer finalement un support aussi à la réflexion sur ce qui va nous aider ou pas à la vie sociale. Et oui, ils réagissent plutôt bien. Alors le tout, c'est de toute façon, dès le départ, de mettre un contexte très rassurant. L'animateur doit garantir ça, bien entendu. Dès la première séance, ça va être vraiment établir ensemble des règles de vie de groupe. Où on va finalement mettre en avant l'importance de la bienveillance, du non-jugement, aussi que chacun aussi a sa place, que de l'écoute aussi de chacun. Qu'on soit plutôt extraverti, introverti, on aura quand même la place, en tout cas, d'intervenir. Et aussi la possibilité de dire oui ou non. Ouais. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Le fait aussi de ne pas dépasser un certain nombre aussi de personnes, 10, c'est pour ça qu'on met un maximum de 10 participants. C'est aussi ça, c'est pour faciliter aussi les échanges et l'expression de chacun. Mais oui, parce que ça se fait, ça se fait aussi de façon très, très médiatisée. D'accord. Et vous conseillerez cet atelier justement à des résidences autonomie qui aimeraient favoriser davantage le lien social entre leurs résidents? Oui, parce que c'est clairement l'objectif premier. Pareil, c'est vraiment les résidences aussi ont ce rôle-là aussi de repérage. Mais les personnes qui sont pas forcément non plus en grande difficulté peuvent aussi participer ou compléter un groupe parce qu'elles ont aussi un rôle dans l'émulation aussi que ça peut produire à chaque séance. L'idée, c'est quand même que chacun ressorte après avec des envies d'agir aussi, avec des projets aussi, avec des petits engagements vers soi-même. Donc en soi, l'atelier apporte aussi quelque chose de l'ordre de l'amélioration aussi du lien. Mais ce qui est important, c'est qu'il en reste effectivement quelque chose. On voit la dernière séance aussi, elle est vraiment aussi dédiée à ça, c'est-à-dire que chacun après va pouvoir formuler aussi à son niveau ce qu'il a envie de faire, à partir de tout ce qu'on a pu dire, discuter. Pour lui, pour enrichir vraiment ses relations. Donc ça peut être des petites choses, comme une personne qui disait moi, ça y est, j'ai pris l'initiative maintenant d'appeler moi-même des proches ou des personnes que je n'avais pas vues depuis longtemps. Ça avait permis notamment de revoir une personne à l'extérieur, une cousine. Le groupe aussi a pu penser aussi une action de suite. Simplement, le groupe a pu se revoir après pour un pique-nique dans le parc de la résidence. Ou alors, c'est aller plus souvent sur des lieux extérieurs, des lieux de culture ou
des événements aussi extérieurs. Après, il y a aussi, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on puisse avoir aussi un membre aussi du personnel de la résidence en dernière séance ou tout le long des séances. Déjà, c'est très facilitant aussi, hein, nous on les connaît aussi moins ainsi que certaines personnes du personnel, mais aussi, c'est aussi un recueil intéressant des besoins, des demandes également. Donc ça peut être la création d'un nouveau groupe ou d'aménagement aussi de certains événements ou de certaines activités, des personnes qui n'allaient simplement pas à certaines activités parce que c'était trop tôt le matin. Alors, c'est tout bête, mais c'est à ce moment-là que ça a pu se dire. Ou aussi des personnes tout simplement qui prennent des engagements à se dire je vais m'appareiller en fait. Je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui freinait de toute façon mes relations aux autres et qui faisait que je m'isolais totalement. Enfin, voilà, c'est vraiment multiples petits engagements ou projets qui peuvent aider ensuite à ce que ça s'inscrive aussi dans la durée. Il faut vraiment le temps aussi que les choses se mettent en place. Mais c'est vrai que d'associer aussi la résidence par le bilan qu'on va en faire aussi nous-mêmes et puis parce qu'on peut remonter aussi les résidents eux-mêmes, ça peut être aussi intéressant pour que quelque chose puisse se mettre en place. Et des actions de suite, ça peut être un autre atelier aussi, bien entendu. Oui, donc il faudrait y aller de manière très progressive. Oui, je pense, c'est ça, c'est vraiment laisser le temps d'eux. Et puis parfois aussi de se dire, prendre le temps au quotidien aussi. C'est jamais une perte de temps que de prendre le temps vraiment de laisser faire les choses aussi, d'aller voir une personne, même dans des moments aussi informels. Aussi. Donc prendre le temps aussi d'aller voir les personnes, de mieux les comprendre et puis leur laisser le temps aussi nécessaire pour se réinclure si besoin dans une vie sociale réussie. D'accord. Madame Ettori. C'est vrai qu'on le voit aussi sur les projets qu'on peut soutenir via l'appel à projet. Cette difficulté, pour les personnes, c'est de remettre un peu le pied à l'étrier, s'inscrire dans une vie de groupe, et qu'après, c'est vrai, les conséquences peuvent être multiples et souvent viennent des personnes elles-mêmes qui, en toute autonomie, reproposent quelque chose, organisent des choses elles-mêmes, mais c'est cette difficulté de revenir vers un collectif, un groupe, une activité, et c'est ce que permet sûrement l'atelier, c'est de réamorcer ça. Et puis après, pouvoir entretenir ensuite les relations. Et c'est vrai que depuis le Covid, il y a eu cette fracture de perte de liens pour tout le monde, en fait, finalement, que ça ne concernait pas seulement les personnes âgées. On a vraiment constaté un retour aussi de la relation numérique. Enfin voilà, ça a un peu forcé les personnes âgées à se mettre au numérique. Alors ça répond pas entièrement aux besoins de lien social, mais c'est vrai que ça permet de pallier et d'avoir une autre forme de lien, y compris pour les personnes âgées quand elles sont assez à l'aise pour utiliser ces outils-là. Et c'est vrai que du coup, c'est important d'inscrire aussi, d'avoir une proposition régulière à ces personnes-là qui, une fois qu'elles s'inscrivent dans un groupe, qu'elles aient l'occasion d'y revenir assez régulièrement. C'est pour ça que sur l'appel à projet, on soutient des actions qui sont donc financées sur l'année et avec une certaine régularité pour permettre aux personnes de revenir régulièrement et reprendre cette habitude finalement de s'inscrire dans le collectif et avoir des opportunités de lien avec les autres. Est-ce qu'il y a peut-être des études qui en parlent, qui parlent de l'isolement social, qu'on pourrait peut-être aujourd'hui exploiter, peut-être juste le lire aussi pour se tenir aussi informé de ce qui se passe au niveau de l'isolement social? Oui, alors on a mentionné le rapport des Petits Frères des Pauvres de 2021 qui est vraiment central sur la question. Il y a aussi la Fondation de France qui publie annuellement depuis 2010 un rapport sur les solitudes, alors quel que soit le public. Et puis plus récemment, donc là en avril 2025, Ipsos pour la fondation du groupe Casino a lancé une étude sur le lien social et aussi l'impact TANK sur le lien social en lien avec les territoires. Donc c'est vrai que c'est une question qui est d'actualité et qu'on peut prendre par différents angles, donc que ce soit territorial, par l'âge, et le mesurer, parce que c'est, encore une fois, c'est vraiment un phénomène d'une grande ampleur et qui malheureusement prend de l'ampleur aussi. Je vous remercie toutes les deux pour vos interventions qui ont été vraiment très intéressantes. On se rend compte que le lien social, c'est quelque chose de très important dans la vie d'une personne.
que ça contribue à une sorte d'équilibre. Vos interventions nous ont permis de pouvoir définir ce qu'est l'isolement social, de connaître peut-être les conséquences et d'avoir des conseils pour en sortir progressivement. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, même si on vit en résidence autonomie, qu'on est en collectivité, ça ne veut pas dire qu'on ne risque pas d'être dans un isolement social, que ça peut toucher toutes les générations et encore plus les personnes âgées. Le programme des atouts de l'âge vous accompagne dans la prévention et favorise le bien vieillir en Bourgogne-Franche-Comté. Alors, n'hésitez pas à aller sur le site internet Calivi et à vous inscrire à la newsletter des atouts de l'âge directement sur le site internet pour découvrir toutes nos actualités. Pour en savoir plus sur le programme, n'hésitez pas à contacter la coordonnatrice du programme des atouts de l'âge qui y répondra à toutes vos questions. Calivi et toute l'équipe du programme des atouts de l'âge vous remercie d'avoir visionné cette émission autour de l'isolement social. Ensemble, observons, écoutons et agissons. À très bientôt.